matin nouveau nous est donné. Et je voudrais avant tout apprécier pour chacune de nos vies l'œuvre de l'auteur du souffle saint et immérité qui nous permet de répondre à cette invitation à laquelle je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au nom du think tank Carrefour. Tout en saluant avec une déférence méritée la riche et remarquable présence de nos illustres personnalités. Après la 27e édition, Brazzaville, qui a toujours été la capitale d'intelligence africaine, abrite à nouveau la 28e édition des Vendredis de Carrefour. Carrefour, pour ceux qui le découvrent, veut dire cercle d'action et de réflexion pour la refondation, l'unité et le renouveau. Créé en 2016 avec le désir ardent de voir une Afrique différente, par la construction d'une contribution au moyen de la production de la connaissance et du savoir, Carrefour n'est donc ni un mouvement fanatique, ni un mouvement politique. À l'instar de plusieurs autres think tanks, Carrefour se veut créer un espace qui donne la première place à la réflexion stratégique pour nourrir l'action concrète des perspectives d'avenir de ce merveilleux et beau continent. Qu'il me soit permis d'associer à ma voix celle de mes condisciples de Carrefour, une action de grâce prégnante à une grande voix africaine et intelligente. Je veux citer M. le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, que nous avons fait président d'honneur pour son fardeau à transmettre à la jeune génération l'héritage de la lumière pour donner au Congo et à l'Afrique leur visage exubérant. Nous sommes le témoignage de ce legs. Monsieur le ministre, une fois n'est pas coutume, alors je le redirai encore, merci, merci et merci. Souvenir aussi vibrant à toutes celles et ceux de nos partenaires, merci de croire en nous et de nous soutenir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème qui nous rassemble ce jour, agriculture, sécurité alimentaire, agro-industrie en Afrique, modèle de développement et mode de financement, est à plusieurs égards un sujet passionnant, mais surtout une recommandation de notre édition précédente. L'Afrique vit encore aujourd'hui un paradoxe alimentaire, et la crise en Ukraine l'a encore illustré. Son Excellence, le feu Kofi Annan, grand féru des questions agricoles, a théorisé en 2010, je cite, « Si l'Afrique veut éradiquer, pas diminuer, veut éradiquer la pauvreté et la famine d'ici à 2030, l'agriculture devrait être au cœur de sa stratégie. » Ce matin, au carrefour de cette ambiance de partage et d'intelligence, par des mots, nous, Carrefour, attendons d'entendre cette voix qui montre la voie. Pour voir un agriculteur désormais des Murges, c'est là notre rêve agricole. Mesdames, Messieurs, pour ne pas faire long, je vais trancher mon discours en vous remerciant de votre présence encore une fois. Béni soit la terre d'Afrique, béni soit son peuple. J'ai dit, je vous remercie. Je suis honorée de prendre la parole au nom de la Banque mondiale à l'occasion de cette 28e édition des Vendredis de Carrefour qui porte sur le thème de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'agro-industrie en Afrique. Nous voulons parler des modèles de développement, mais également des modèles de financement. J'aimerais avant tout féliciter les organisateurs de cette conférence de haut niveau, parce que nous pensons au sein de la Banque mondiale qu'il s'agit d'un problème de taille. Mon prédécesseur a martelé quelques chiffres que je voudrais me permettre de souligner ici. 800 millions de personnes sur la Terre se couchent le soir sans pouvoir manger. C'est un chiffre de trop. C'est vraiment trop quand on sait qu'on vit dans un monde dans lequel la technologie, aussi bien sur les infrastructures que sur le secteur agricole, nous permet d'augmenter la productivité des aliments qui sont produits et de nourrir toutes les populations.
Nous nous réjouissons à la Banque mondiale que c'est dans un contexte aussi complexe que la République du Congo a décidé de mettre dans son plan national de développement l'agriculture comme pilier central de son modèle de développement. Des rencontres comme celle-ci vont nous permettre effectivement de savoir ce qui se fait dans le monde, de ce qui se fait en Afrique, mais également de voir comment est-ce que nous pouvons avancer pour que les jeunes générations que nous avons vues chanter devant nous aujourd'hui, lorsqu'ils seront assis à notre place, n'auront pas à discuter des mêmes questions, parce que nous aurons facilité et fait avancer les choses pour eux. Toutefois, il n'y a rien de plus difficile que de voir la production que l'on a ne pas pouvoir être acheminée parce que les routes de desserte agricole ne tiennent pas suffisamment longtemps. Il n'y a rien de plus dur que de voir les produits que nous acheminons ne pas pouvoir durer sur le marché pendant les périodes hors saison. Je suis certaine que de tels arguments, de tels échanges, de telles discussions, vous les avez également eus. Alors, je me permets de nous encourager ici ce matin à penser à toute la chaîne de production agricole. Il y a la sécurité alimentaire et nous nous devons de répondre aux besoins immédiats. Mais en plus de cela, nous devons bâtir un système qui permet que la nourriture qui est produite arrive effectivement dans nos assiettes et à moindre coût. Je suis donc impatiente d'entrer dans le vif du sujet au regard de ce qui a été dit, mais également de l'ensemble des experts qui ont été présents, que j'ai entendu être présents dans cette salle et qui vont composer les différents panels. Et je nous souhaite à tous des échanges fructueux et enrichissants. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour joindre ma voix à celle des organisateurs de cet important think tank, du cercle d'action et de réflexion pour la refondation, l'unité et le renouveau Carrefour, que je remercie en passant et qui, selon son président d'honneur, Monsieur le ministre Bruno Jean-Richard Itouard, lors de son intervention à la 27e session de ce forum tenue en mai 2023, avait souligné la nécessité de mener une réflexion stratégique pour le continent africain. À cette occasion, il avait clairement indiqué, et je cite, « Nous appelons à la construction d'une réflexion stratégique commune, rassemblant les intelligences, les compétences et travail sur notre futur. Quand nous avons du mal à élaborer des plans quinquennaux, ou quand nous les avons élaborés, nous avons du mal à en assurer la mise en œuvre. Quand nous avons du mal à gérer 5 ans, les autres gèrent 50 ans, voire 100 ans. Si nous ne nous inscrivons pas dans la même dynamique de temps, nous serons toujours en retard. Le dernier de la classe, le tapis sur lequel les autres marchent pour avancer. Fin de citation. Que les résolutions et autres recommandations issues de ces forums constituent le cheval de bataille de toutes nos activités tout au long de l'année 2024. C'est sur ces mots que je souhaite plein succès à vos travaux. Joyeux Noël d'avance et bonne année 2024 à vous-même et vos familles respectives. Je vous remercie. Distingués invités, on vous rend et grade. Chaque fois que j'ai un discours à faire dans ces circonstances, des équipes travaillent pendant des heures pour me préparer un document de qualité, et puis à chaque fois je leur fais l'injure de ne pas trop le lire et de parler avec mon cœur. Je vais essayer de faire les deux aujourd'hui.
Comme vous pouvez le constater, le think tank parle d'Afrique. Il aurait pu parler simplement du Congo. Il parle toujours d'Afrique. Depuis sa création, il s'est inscrit résolument dans une dimension africaine. Non pas par un trop-plein d'ambition, mais nous croyons qu'il n'y a pas d'avenir pour le Congo sans un avenir pour l'Afrique. Nous croyons qu'il n'y a pas un avenir pour un pays africain tout seul. Depuis l'origine jusqu'à ce jour, ce sont les plus forts qui dominent les plus faibles. L'Afrique ne peut pas avoir la candeur de penser que le monde est conduit par autre chose. L'Afrique reste le berceau de valeurs que nous devons conserver, que nous devons préserver. En Afrique, l'amitié a encore un sens, y compris entre États, entre hauts responsables politiques et même les plus hauts, les chefs d'État. En Afrique, on est encore frères. En Afrique, on s'aime encore. On est amis. Et cela dépasse parfois les intérêts des États et des nations. Cela se conserve même lorsque ces intérêts ne convergent plus. L'Afrique doit conserver cela. Elle est le berceau de l'humanité. Si elle doit être aussi le berceau de ses valeurs, alors tant mieux. Mais elle ne peut pas avoir la candeur de penser que le monde est régi par l'amour, la fraternité et l'amitié. Le monde appartient aux plus forts. L'Afrique n'a pas d'autre choix que d'être forte. Elle est prédisposée à cela. D'autres l'ont dit avant moi, les plus experts que moi sur ce sujet continueront à le dire. Je disais que je voudrais citer une seule personne, non africaine, ancien ministre des Finances et Premier ministre de la Grande-Bretagne, Gordon Brown, a dit de l'Afrique, et cela est confirmé par beaucoup d'autres personnes, que l'Afrique devrait être le prochain moteur du développement économique mondial. Cela est possible, cela est prévisible, cela est prévu, mais c'est l'Afrique. Et ce n'est pas un pays africain. C'est l'Afrique dans sa diversité, l'Afrique dans sa complexité, oui, mais c'est l'Afrique. Cette Afrique doit se construire pour devenir ce bloc demain qui sera le moteur de développement économique mondial. Cette Afrique politique se construit. Passer de l'organisation de l'Union africaine à l'Union africaine aujourd'hui, elle se construit. L'Afrique économique tente de se construire avec des plans, avec des stratégies, tant bien que mal. C'est long, laborieux, mais on dit en Afrique que le plus long voyage commence par le premier pas. Nous avons fait plus que des premiers pas. Elle se construit avec la ZLECAf aujourd'hui, en qui nous plaçons beaucoup d'espoir. Mais je crois qu'elle se construira plus vite si nous essayons de le faire secteur par secteur. Je crois en l'Afrique des secteurs. Et je crois que l'agriculture pourrait être ce secteur sur la base duquel et sur le dos duquel, sur le fondement duquel l'Afrique économique se construirait. Parce que l'Afrique a tous les atouts pour être un géant agricole. L'Afrique n'a pas le droit d'être le continent de la famine, de ces images que nous voyons, d'enfants aux silhouettes squelettiques, manquant de tout. L'Afrique ne peut pas continuer à être celle au chevet de laquelle on vient pour lui apporter à manger. Elle ne peut pas être le continent de la malnutrition, et notamment de la malnutrition infantile, et de la mère qui porte l'enfant. L'Afrique n'a plus le droit d'avoir un seul Africain qui meurt parce qu'il lui manque la nourriture. Tandis qu'elle a tout ce qu'il faut, tout le potentiel pour être un géant agricole. Produire non seulement pour elle-même, mais produire pour apporter aux autres. Produire ce que les autres produisent, nous pouvons produire tout ce qui se produit ailleurs. La diversité du climat nous en donne le pouvoir et la capacité, la qualité du sol, l'abondance de l'eau, si nous la partageons.
Si nous la partageons, l'eau est abondante en Afrique et même surabondante. L'Afrique peut produire tout ce qui se produit ailleurs. Des climats tempérés aux climats tropicaux, en passant par les climats sahéliens et désertiques, l'Afrique peut tout produire. Mais l'Afrique produit ce qu'il n'y a pas ailleurs aussi. J'aime à le dire, au Congo, nous avons le tuiteke, le malombo, le mbile sobé. Je ne peux pas traduire. Ce sont des fruits dits exotiques que les autres n'ont pas. Que nous pouvons produire, exporter, faire aimer, faire apprécier et élargir l'assiette nutritionnelle des autres. L'Afrique a une plante qui est très chère à Madame la conseillère du chef de l'État, dont le nom est aussi intraductible, le mbulukutu, qui se vend en sachet déjà, qui s'exporte déjà. Une tisane aux multiples avantages, aux multiples vertus. Mais l'Afrique a aussi le moringa, très cher à une autre dame, Madame Ombe, que le monde entier pleure à cause de ses innombrables vertus de tout genre. L'Afrique a ici des spécificités que personne n'a ailleurs. Peut-être un tout petit peu en Amérique latine, peut-être un petit peu en Asie du Sud-Est, mais même avec les similitudes de climat et de végétation, il y a des choses en Afrique que personne d'autre n'a. Au nom de cela, non. Nous devrions avoir comme objectif que plus aucun Africain ne meure de faim, avant que nous puissions prendre la place qui nous revient sur le plan agricole, parce qu'il n'y a aucune puissance économique, que ce soit au plan d'une nation, au plan d'un ensemble de nations, qui ne soit pas avant tout une puissance agricole. Aucune. L'Afrique doit en prendre conscience. Le think tank Carrefour s'inscrit, oui, merci monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies, non pas dans l'action, nous ne pourrions pas suppléer tous les acteurs, s'inscrit dans la nécessité, dans l'urgence de la réflexion stratégique, y compris sur l'agriculture, qui doit déboucher sur l'existence en urgence d'une politique africaine agricole, d'une stratégie africaine agricole, de politique sectorielle agricole pour ce qui concerne les secteurs de contribution, les secteurs connexes à l'agriculture, des autres secteurs sans lesquels il ne peut pas y avoir de développement agricole. Je souhaite que cela m'a été posé comme question par un expert qui a eu la bonne volonté de m'envoyer un message et je l'en remercie. Docteur Jeannet Damba, j'espère qu'il est dans la salle, m'a dit, Monsieur le ministre, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que ce sont des discours de plus et c'est tout? Et je lui ai répondu, j'espère que non. J'espère que les livrables de cette journée seront concrets. J'espère que nous mettrons en place des instruments pour travailler ensemble au niveau africain pour construire la politique agricole africaine. Le think tank Carrefour est disposé à jouer le rôle de facilitateur pour ça. Pour travailler avec tous les autres instruments africains, mais aussi avec tous les partenaires internationaux, mais également avec, évidemment, les intelligences africaines, les centres de recherche, les universitaires, et aussi, bien entendu, avec les acteurs réels sur le terrain, les exploitants agricoles, les sociétés agricoles, les banques, et enfin, bien sûr, avec la société civile. Nous ne pouvons pas imaginer de construire cette agriculture africaine sans un instrument de planification qui s'appelle une politique agricole africaine. Voilà notre souhait, voilà les attendus que nous avons. Je ne voudrais pas en dire davantage parce que, comme je l'ai dit, il y a plus d'experts que moi qui va me succéder dès à présent. Je vous souhaite à tous bonne conférence, bon débat, bonne réflexion et surtout, je l'espère,
qu'ensemble nous puissions veiller à ce que ce ne soit pas une conférence de plus, une conférence pour une conférence, mais qu'elle marque un tournant dans une marche vers une agriculture africaine florissante. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, on vous rend les qualités toutes vos séances respectées. Comme le dit le proverbe africain, un seul brin de paille ne balaye pas une cour. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour balayer ensemble les défis de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'agro-industrie en Afrique. C'est donc avec grand honneur que je prends la parole à l'occasion de la 28e session des vendredis de Carrefour. Lorsque les racines sont profondes, il n'y a pas de raison de craindre le vent. Nous sommes ici également pour parler des racines de notre continent, c'est-à-dire l'agriculture, et comment elles peuvent être renforcées pour résister aux tempêtes du futur. On a évoqué tout à l'heure la crise russo-ukrainienne, le Covid et tout ce qu'on a connu comme difficulté pour alimenter nos populations. Je ne suis pas sûr que ce soit fini. Et donc il faut se préparer pour faire face aux futures tempêtes. Alors pourquoi est-ce que c'est si vital de parler d'agriculture et de sécurité alimentaire? La réponse évidente, c'est que parce que les gens doivent manger. Un ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. La sécurité alimentaire est essentielle pour notre bien-être, le développement de nos peuples. L'agriculture est le socle sur lequel repose notre sécurité alimentaire et notre santé. En nourrissant nos peuples, nous nourrissons aussi nos économies. La sécurité alimentaire est aussi bien plus qu'une question de survie, c'est une question de dignité. Et le président a toujours dit un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Une question de développement économique et de stabilité politique. Une population bien nourrie est une population en bonne santé, éducable et productive. L'agriculture et l'agro-industrie en tant que secteur ont le potentiel de créer des emplois, d'augmenter nos exportations. Quelqu'un a évoqué tout à l'heure la balance commerciale agricole qui est défavorable dans le cas du Congo par exemple, et donc de renforcer nos économies. Environ 80% de notre consommation de protéines animales provient de l'étranger, notamment du Brésil, de la Belgique, des États-Unis, de la France et parfois même de l'Inde. Et je ne parle que de la production animale. Si vous prenez le reste, vous avez même l'huile de palme qui vient d'Indonésie. Ce qui a d'ailleurs choqué un peu le directeur de la FAO. Il dit, mais vous dépassez la Chine, vous quittez le Congo, dépassez la Chine pour aller vers l'Indonésie pour l'huile de palme que vous pouvez faire chez vous. Dans le cas du Congo, la principale raison de cette dépendance réside dans le sous-développement de l'élevage dans notre pays. Et je suis sûr qu'en RDC, Gabon, vous trouverez la même chose. Principalement dû au coût élevé de l'aliment de bétail. 80% des importations, regardez le contenu de notre assiette. La raison principale au cœur, c'est parce que l'élevage n'est pas assez développé du fait que l'aliment de bétail n'est pas très développé. De nombreux éleveurs confrontés à ces coûts, et je crois que certains sont dans la salle, finissent par abandonner leurs activités. Les matières premières cruciales pour la fabrication de l'aliment de bétail, telles que le maïs, le soja, sont produites en quantité insuffisante. Je pense, de mon point de vue, c'est que le principal problème à traiter dans le cas du Congo est celui de l'attitude du Congolais vis-à-vis du secteur. L'attitude du Congolais. Parce que si vous ne modifiez pas cette attitude, vous pouvez apporter tout ce que vous voulez. Il n'y aura rien. Vous pouvez faire les meilleures dépenses du monde. Il n'y aura rien. Il est impératif qu'on oriente nos jeunes vers le secteur. Ils sont essentiels, puisque, tout simplement, statistiquement, le pays est jeune. Donc, si on veut aller de l'avant, il faut les mobiliser. Les jeunes sont essentiels à la transformation et à la modernisation de notre secteur. Et notre principal défi est de changer leur perception négative de l'agriculture. Souvent vu comme une voie dépassée, pénible, il est vrai, pénible, et peu attrayante. Nous devons donc réinventer l'image de l'agriculture.
attirer les jeunes. Lorsque le ministre se met dans les champs avec des producteurs, c'est parce que c'est un homme politique? Non. C'est parce qu'il cherche à les mobiliser. Il s'agit, pour les psychologues, du modèle de l'attitude. On essaie de toucher l'attitude par l'exemple. Montrer aux gens que le secteur, on peut gagner de l'argent dans le secteur agricole. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut concrètement améliorer, débloquer, parce qu'il y a des facteurs de blocage. Je le vois très bien lorsque nous publions nos images sur notre page Facebook. Chaque fois que nous mettons des choses sur la mécanisation, c'est là où on a le plus de vues. Tout ce qui parle modernisation, chaque fois que c'est vraiment, vous montrez des sémoirs, vous montrez une autre manière de faire, mais de façon mécanisée, vous avez beaucoup de vues. La technologie. J'étais récemment en Chine, mais j'ai vu des jeunes en train de manipuler des drones pour traiter, pour prendre des images, pour et prendre des engrais. Je me suis renseigné sur les prix. J'ai dit, mais c'est abordable. On peut le faire. Voilà des éléments concrets pour débloquer. C'est-à-dire que le jeune, lorsque vous commencez à parler agriculture de précision, drone, mécanisation, ça l'intéresse. Lui, ce qu'il ne veut pas, c'est l'agriculture de la houe et de la machette. C'est en abordant cette question que nous allons finalement réduire cette dépendance. Cela renforce non seulement notre sécurité alimentaire, donc l'assiette du Congolais, mais aussi crée des emplois et stimule l'économie rurale. L'utilisation de technologies avancées, la mécanisation des processus agricoles et l'adoption de méthodes innovantes sont les clés pour augmenter notre productivité. La technologie est importante. Quand on suit le fleuve, on arrive à la mer. C'est ce que font les autres. On ne va pas recréer le monde. Pour preuve, lorsque nous adoptons, on applique, on voit des résultats. La technologie est ce fleuve qui peut nous mener vers l'abondance. Comment faire? Quel modèle pour financer l'agriculture au Congo? Que proposent les banques? J'ai entendu un banquier récemment me dire, mais on ne peut pas attendre seulement qu'il y ait une banque agricole et que les banques existantes devraient développer des produits appropriés, prendre le risque sur l'agriculture parce qu'elles sont couvertes par les autres clients, les autres secteurs. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une piste. C'est un ancien directeur général d'une grande banque de la place, peut-être qu'il a raison, mais le sujet est en discussion, il est en débat, et je n'ai pas de réponse. De temps en temps, je dis aux uns aux autres, écoutez, commençons par le maïs, au moins le risque est plus réduit. Commençons par là. Peut-être qu'il faut avoir une approche segmentée, pour ne pas dire on finance l'agriculture, mais on finance peut-être des filières particulières. Commençons. Je vous remercie. Du matériel technique de l'agriculture, les engins et autres. Aujourd'hui, on parle même des drones pour l'épandage, j'ai bien suivi, l'épandage des champs et autres. C'est tout un mécanisme. On peut dire que c'est compliqué, mais devant l'homme, eh bien, il y a toujours des solutions à trouver, quelle que soit la vie.
années, nous avons investi environ 120 milliards de francs CFA pour le développement des projets agricoles, dont à peu près 15 milliards pour le Congo. Et ces projets, cet investissement a permis à mettre en valeur presque 36 000 hectares de terres agricoles, ce qui a contribué à produire à peu près 160 000 tonnes annuelles de production agricole, végétale plutôt, et d'à peu près 360 000 tonnes de production animale. C'est donc une contribution importante pour la BDAC. Ça, c'est au cours des 15 dernières années. Nous sommes actuellement en mise en œuvre de notre plan stratégique Azobé, qui couvre la période 2023-2027, donc 5 ans. Et au cours de cette période, nous avons prévu une enveloppe de 130 milliards pour le secteur agricole. Donc, si vous pouvez faire le rapport, au cours des 15 dernières années, on a investi 120 milliards et pour les 5 prochaines années, on sera à 130 milliards. Donc, ça prouve l'importance que la BDAC accorde au secteur agricole. Mais nous le faisons pourquoi? Nous le faisons pour 2 raisons simples et pour atteindre 2 objectifs. Le premier, c'est que nous voulons, en quelque sorte, briser la fracture agricole entre le Nord et le Sud. Le ministre de l'Agriculture du Congo l'a dit tout à l'heure, nous importons pratiquement tout ce que nous consommons. Tout simplement parce qu'au Nord, ils produisent plus. Donc il nous faut briser et rompre cette fracture agricole. Le deuxième objectif, nous voulons réduire la facture alimentaire dans nos ménages. Aujourd'hui, malheureusement, cette facture, elle est élevée. Et le ministre l'a aussi dit dans son cours magistral et professoral que nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Il a bien dit qu'à chaque fois qu'il y a un événement exogène ailleurs, ça se reflète sur les prix à la consommation dans nos pays. Donc, l'objectif de la BDAC, c'est de réduire cette facture alimentaire afin que, malheureusement, le contenu de nos assiettes ne tarisse pas de jour en jour comme nous l'observons aujourd'hui. Je vous remercie. En tout cas, en ce qui concerne le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, je voudrais tout simplement qu'on retienne que toutes les personnes ou presque qui ont parlé avant moi, c'est vraiment les PTF, partenaires techniques et financiers. Même si M. Adela dit qu'il n'a pas parlé au nom du PAM, mais vous avez vu l'expérience qu'il a partagée avec nous, c'est l'expérience du PAM. Mais moi, je ne suis pas partenaire technique et financier. Je suis plutôt du côté du ministère de l'Agriculture, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes, on peut dire, le résultat du partenariat entre ces PTF et la République du Congo, notamment en ce qui concerne la Banque mondiale que vous connaissez. Elle est l'un des partenaires les plus importants au pays et aussi dans le secteur agricole depuis plusieurs années. Le PEDAC est un projet agricole de 100 millions de dollars qui s'exécute depuis 2018 et qui va bientôt se clôturer, qui s'est exécuté, on peut dire, dans un environnement très difficile. Et je pense que le diagnostic fait par les uns et les autres, que ce soit par mon chef, que ce soit par d'autres ministres qui ont parlé, que ce soit par les autres experts et même par les représentants des partenaires techniques et financiers ici, c'est un environnement difficile. Un environnement difficile que je n'ai pas besoin de décrire. Mais on a quand même travaillé. Nous avons eu à financer plus de 1130 groupes de producteurs, c'est-à-dire coopératives, groupements et entreprises micro, petites et moyennes entreprises du secteur agricole. Les gens ont travaillé comme ils pouvaient travailler. Comme j'ai dit, l'environnement est là. Mais le PEDAC a été une solution à un certain moment parce que pendant ces 5 dernières années, ça a été l'instrument principal de financement des acteurs agro-pastoraux et halieutiques. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a dit ce matin, en parlant des institutions bancaires, je pense qu'on reviendra sur le débat dans le panel qui suivra, les institutions bancaires au Congo, le secteur privé bancaire et les établissements de microfinance ne financent pas assez l'agriculture parce que c'est considéré comme une activité à risque dans un pays où nous-mêmes, en tant qu'administration, nous n'avons pas encore pu organiser l'assurance agricole, etc., etc. Donc ça veut dire que nos acteurs sont obligés de s'attendre aux appuis du gouvernement,
soit directement à travers, par exemple, ce qu'on fait sur les zones agricoles protégées, soit par l'appui de ses partenaires, comme le PEDAC, mais bien sûr, et d'autres appuis, mais aussi, par exemple, par le FIGA, qui est un instrument de financement de la microfinance dans notre pays. En tout cas, dans notre cas, les 1130, plus de 1130 groupes de producteurs et micro-entreprises, c'est plus de 12 000 bénéficiaires directs de la République. Et ce n'est pas peu pour un pays où le recensement général de l'agriculture, qui a été fait avec l'appui de la FAO, a noté à peu près 515 000 acteurs. Il reste quand même de l'espoir. L'espoir, c'est de voir naître des partenariats. Si je peux paraphraser le ministre des Hydrocarbures, qui a dit tout à l'heure, il a parlé d'un acronyme que j'aime bien, j'ai créé cet acronyme, le PAA, qui veut dire le Plan africain pour l'agriculture. Oui, si au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo, prenons le cas au niveau du Congo, tous les partenaires financiers qui nous sommes ici, nous sommes unis. Uni-Congo est là, représenté par monsieur Nzombo. Les assurances, sur un panel d'échantillons, nous avons le directeur commercial des AGC et nous avons le FIGA. Le FIGA est un fonds d'investissement, un fonds de garantie. Pourquoi ce fonds d'investissement de garantie ne sécuriserait pas les opérations de financement de l'agriculture pour les petits exploitants? Je prends un exemple tout simple. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je me suis un peu documenté là-dessus, notamment du Sénégal, ils ont ce qu'on appelle l'agriculture familiale, des exploitants familiales. Ce sont des familles qui se transmettent de génération en génération en ayant des parcelles de terre qu'elles ont cultivées et qu'elles se sont transmises de génération en génération. Il y a un accompagnement du gouvernement localement qui leur permettent justement d'obtenir des subventions. Et ces subventions sont apportées au niveau des banques, en garantie. Et dans d'autres mesures, je voudrais donner un autre exemple et une piste de solution. Si nous prenons par exemple le cas du PEDAC, le PEDAC, c'est un fonds d'appui formidable qui est soutenu par la Banque mondiale. À peu près, je pense qu'il y a eu 100 millions de dollars qui ont été injectés depuis 2022 et qui arrivent à échéance au 31 décembre 2023. Mais imaginez-vous un seul instant sur un mécanisme bien simple de garantie que ces 100 millions de dollars transitent par les banques qui, à travers cette manne, constituent une garantie pour ces exploitants. Là, c'est une des solutions. Passe maintenant, comme je l'ai dit, au quatrième panel sous le thème modèle de développement et contribution à la sécurité alimentaire. La compagnie travaille donc de manière transversale à travers plusieurs secteurs du gouvernement. Nous fournissons des données qui permettent au gouvernement d'avoir une visibilité sur tous les secteurs et également nous les aidons à faire une prévision et à planifier. Nous trouvons ces données à travers le continent. Si vous voulez savoir quelle est la quantité d'énergie qui est consommée par le Congo, on peut aller à la Banque mondiale. Et vous n'avez pas une entité au Congo qui produit des données sûres. Alors, ce que la compagnie fait, nous intégrons, nous collectons les données qui sont approuvées, qui offrent une certaine fiabilité et sur lesquelles le gouvernement peut toujours faire confiance.
et pour les rendre publics lorsqu'on en a besoin. Comment est-ce qu'on est impliqué dans le secteur agricole? Par exemple, le secteur de l'énergie, si on parle de l'industrie pétrolière, il y a un grand rôle à jouer. Le continent dispose de beaucoup de ressources et c'est donc des réserves en termes de milliards. Et cela peut être un catalyseur pour financer les autres secteurs, par exemple, les banques, par exemple. Si un fermier vient me voir, un agriculteur vient me voir, il habite très loin, il est donc dans une zone où il n'y a pas de route pour pouvoir atteindre le marché et il a besoin d'un prêt. Est-ce que je vais donner? Et comment est-ce qu'il va s'arranger? Il faut peut-être d'abord financer les infrastructures pour permettre à ce que les infrastructures existent pour pouvoir développer le secteur agricole. Qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons des données sûres qui vont aider le gouvernement à comprendre l'énergie nécessaire, les produits pétroliers qui vont donc être produits et ils vont regarder la demande de manière variée. Donc, d'un point de vue de ma compagnie, il faut donc distinguer le financement direct au secteur, ensuite l'énergie pour pouvoir aider les activités, l'irrigation, etc. Voilà, c'est donc la fin. Merci Madame Daniel, merci Madame Kawang, merci Monsieur Njombo, merci Monsieur Amono Johnson, merci Monsieur Ibrahim pour vos interventions. Merci en tout cas au public et aux participants pour votre attention. Merci. Alors, 28e session des vendredis de Carrefour. Le 8 décembre 2023 à l'hôtel Le Grand Lancaster Brazzaville, sous le thème Agriculture, sécurité alimentaire et agro-industrie en Afrique, modèle de développement et mode de financement. Sous le patronage de M. Jean-Richard Bruno Itoa, ministre des Hydrocarbures et président d'honneur du think tank Carrefour. La session a démarré par un mot de circonstance de Mme Orgérie Ngempio, maître de cérémonie qui a notamment présenté le think tank Carrefour, en particulier ses activités et objectifs. Après le mot de circonstance de la modératrice, il s'en est suivi le mot de bienvenue de M. Régis Mike Villa, secrétaire général de Carrefour. Donc le discours a porté sur une rétrospective des activités du think tank et sur le contexte et la problématique du thème de la 28e session, en insistant sur le développement de l'Afrique porté par l'agriculture. Par la suite, les personnalités invitées ont prononcé leurs allocutions. Madame Louise Pierrette Mbono, représentante résidente de la Banque mondiale en République du Congo, pour son allocution centrée sur la problématique liée à la sécurité alimentaire, à l'action à mener par la République du Congo dans ce cadre, laquelle a placé le développement de l'agriculture au centre de son modèle de développement économique, à l'implication du producteur congolais et à la nécessité d'un appui aux producteurs et à toute la chaîne de production pour la sécurité alimentaire. Monsieur Chris Ngourou, coordonnateur du système des Nations Unies en République du Congo, qui, tout en encourageant l'action du think tank Carrefour, a centré son allocution sur le développement de l'agriculture, porté par des modèles de financement ciblés et en cohérence avec le programme de développement national et ses différents axes d'intervention, et sur le soutien de son institution à la mise en œuvre du PND. Au terme des allocutions, M. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures et président d'honneur du think tank Carrefour, a pris la parole pour le discours d'ouverture avec un accent mis sur les valeurs africaines, notamment l'amitié entre États, la prédisposition de l'Afrique à être forte, ses atouts et potentiels lui permettant d'être le prochain moteur de développement économique mondial,
la construction basée sur des plans, stratégies et politiques africaines, secteur par secteur, avec l'agriculture comme secteur sur lequel le continent construira son économie en usant d'instruments de planification agricole. Monsieur Paul Valentin Gobo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a clôturé la phase introductive de la session par la leçon inaugurale sur l'agriculture, notamment la sécurité alimentaire qui contribue à la santé, la création d'emplois et la dignité humaine. Il a poursuivi son discours par la description de la situation au Congo, notamment la dépendance à la production importée qui influe sur l'indice des prix à la consommation et contribue à l'augmentation du taux d'inflation. Par ce propos, il encourage ainsi la production nationale par l'amélioration de la perception de la jeunesse vis-à-vis du secteur agricole, dont l'image est à réinventer, la mécanisation du secteur, l'amélioration des processus de production, l'innovation technologique, la maîtrise des semences, de la réduction des coûts de production, notamment par la fabrication locale d'engrais, sur les défis du secteur agricole, le changement de mentalité vis-à-vis de l'agriculture, le renforcement et la professionnalisation du capital humain, la formation, la formation à la technique et à la gestion pour les exploitants des PME, le développement de la chaîne de valeur, à savoir la production, le transport, le stockage et la commercialisation, la mécanisation, les infrastructures, le financement et l'accompagnement des projets de production et de transformation agricole, soit par le secteur public ou par le secteur privé, donc les IDE, les banques locales, ainsi que tous les acteurs impliqués par le financement de l'agriculture. Sur les actions menées par l'État pour promouvoir l'agriculture. Concernant la cartographie des terres arables, la gestion foncière en République du Congo est entrée grâce à la réforme de 2004 dans un cadre de gestion orthodoxe des terres. Il existe deux grandes catégories de terres et terrains, dont les terres arables, celles de la République du Congo dites réserves foncières, et les terres appartenant à des personnes privées, les terres coutumières reconnues par l'État sous condition. L'accès aux terres par les investisseurs est encouragé par l'État grâce aux différentes autorisations existantes. Le projet d'appui au développement communautaire, projet complémentaire à la municipalisation pour le renforcement de la pratique agricole et pour la valorisation des chaînes de valeur, l'implication de la société civile par le développement local qui devrait permettre aux acteurs locaux de s'approprier de l'agriculture, notamment dans les zones rurales. Sur les investissements nécessaires pour promouvoir le développement de l'agriculture en Afrique et améliorer la sécurité alimentaire, le développement de la chaîne de valeur, donc la production, le transport, le stockage, la commercialisation, le financement de l'agriculture, soit par le secteur privé ou le secteur public. Sur les clés de succès et les politiques visant à promouvoir le secteur agricole et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, les politiques mises en place par le gouvernement, l'implication des producteurs, notamment privés, grâce à l'industrialisation, la transformation au niveau local d'au moins la moitié de la production nationale, les financements. Panel 2, aide au développement, activités, résultats et perspectives d'avenir. Proposition. Davantage d'engagement de la part de l'État congolais dans l'acquisition et la gestion des prêts auprès de la Banque mondiale. Engager la disponibilité citoyenne pour assurer le développement agricole. Appuyer la politique d'autoconsommation des produits au Congo. Alléger les procédures et la forte implication des partenaires financiers. L'édition d'un livre blanc sur la 28e session des Vendredis de Carrefour. Panel 3, financement du secteur agricole. Ce que l'on retient, sur l'accompagnement d'Unicongo dans le secteur agricole. Unicongo, via ses adhérents, finance l'agriculture d'abord avec les banques qui accompagnent les procédures et d'autres acteurs de la chaîne de valeur agricole tels que les brasseurs, les sociétés productrices de farine, etc. Les principales difficultés reposent sur l'absence de recherches agronomiques d'une part et la rareté de technicité en génie agronome dédiée aux grandes surfaces d'autre part.
Sur le financement de l'agriculture par le FIGA, plusieurs facteurs expliquent la frilosité des institutions financières dans le financement des projets agricoles, notamment les détournements d'objets, le manque de données sur le secteur agricole, l'absence de suivi. En 2023, 52 projets portés par des maraîchers et entreprises structurées ont été financés par le FIGA pour un total de 300 millions de francs CFA. Sur le rôle des assureurs dans le secteur agricole, les assureurs n'offrent actuellement que des produits classiques, notamment l'assurance des bâtiments, de moyens roulants et en responsabilité civile. Les sociétés d'assurance sollicitent ainsi du gouvernement l'instauration d'un cadre réglementaire et la réalisation de la matrice des risques agricoles. Sur cette base, elles disposeront ainsi des prérequis pour demander l'agrément et concevoir des produits spécifiques au secteur agricole. Sur la participation de la BESCA Bank au financement de l'activité agricole, deux exemples ont été évoqués, à savoir la société AGER, financée pour la production d'aliments de bétail à coût attractif avec la garantie du FIGA, ainsi qu'une entreprise qui financera la chaîne de valeur agricole. Panel 4, enfin, financement du secteur agricole. Ce que l'on retient, améliorer les politiques agricoles, améliorer les infrastructures, valoriser les métiers de l'agriculture, mettre en place un plan Marshall de l'agriculture afin de définir la stratégie adéquate pour définir un modèle optimal pour accompagner les projets agricoles. Je vous remercie. Après tout ce qui a été dit et si bien dit, après la synthèse qui vient d'être lue des travaux de la journée, il n'y a nul besoin de refaire un vrai discours ni une autre synthèse. Je voudrais rappeler simplement quelques engagements pris par le think tank, par ma voix. D'abord, assurer le docteur Damba qu'il y aura une suite et que ce ne sera pas une conférence pour rien. Nous veillerons à ce qu'il y ait une suite. Je l'ai dit, on verra à ce qu'il y ait un avant 28e session et un après 28e session. Le think tank mettra en place une équipe qui assurera le suivi de tout ce qui a été dit en ce lieu et en rendra compte par les moyens modernes, diffusion numérique notamment. Nous prenons ici l'engagement d'organiser ce que nous avons évoqué. Une équipe africaine qui va travailler sur l'élaboration d'une politique agricole africaine. Une table ronde sur la question du financement de l'agriculture, pas seulement au Congo, mais en Afrique. Mais le Congo peut être un bon exemple. Et nous veillerons à ce que cette table ronde ait un caractère international. Je voudrais ici retenir ce qu'a dit le président Jombo et qui me paraît fondamental. Nous devons structurer l'écosystème agricole congolais et africain. Je crois que ça a été repris par le directeur général du Crédit du Congo. Ceci est évidemment étroitement lié à l'élaboration, à la structuration d'une politique dont découlent des stratégies, des objectifs et bien entendu des éléments de mise en œuvre. Oui, il faut absolument structurer l'écosystème agricole. Il faut faire la preuve que cet écosystème peut être vertueux. Vertueux collectivement, vertueux globalement, vertueux pour la nation, mais vertueux pour tous les acteurs de l'écosystème. Et notamment vertueux pour les entrepreneurs agricoles. Il faut rendre noble le métier agricole. Depuis la production jusqu'à la dernière étape de la chaîne de valeur, quelle que soit la filière. Il faut amener l'Africain à être fier d'être un agriculteur.
Surtout s'il a la conviction, la garantie, la preuve que, oui, en effet, grâce à un projet agricole correctement conçu, élaboré, il peut mieux vivre qu'en étant salarié dans une quelconque entreprise quelque part. Ou peut-être qu'il n'aura que le SMIC. Il faut que l'entrepreneuriat agricole corresponde à une ambition, à des ambitions, et représente une perspective d'avenir heureuse. Quand les jeunes en seront convaincus, ils viendront à l'agriculture. Mais surtout, retrouve le suivi, évaluation de ce qui a été dit ici. Voilà. Ayant dit cela, je crois qu'il me reste à souhaiter vous retrouver au prochain rendez-vous, qui sera fixé assez rapidement. Ces rendez-vous en présentiel, nous avons prévu de les faire environ une fois par semestre. Pour l'instant, les 2 premiers ont lieu au Congo. Nous allons nous poser la question de savoir si on continue à le faire au Congo uniquement. Le prochain rendez-vous, et j'anticipe sur la discussion qu'on aura, devrait porter, sauf changement dernière heure, sur la transition énergétique, sujet qui est au cœur de tous les enjeux internationaux aujourd'hui. Mais nous souhaitons qu'au-delà de cette session semestrielle, par thématique, par grande thématique, peut-être puissions organiser d'autres sessions intermédiaires. Pourquoi pas une session sur l'agriculture, de nouveau? Pourquoi pas une session sur les infrastructures? Pourquoi pas une session sur les ressources humaines? Et ainsi de suite. Nous vous en parlerons. Par la voie numérique, par la voie électronique, mais aussi sans doute à la prochaine, à la 29e session. Je souhaite bon retour à ceux qui viennent de loin, mais en attendant qu'ils ne partent, je souhaite qu'ils profitent des douceurs de Brazzaville, la belle et la verte. Je souhaite à ceux qui sont sur place bon week-end. Et à tous donc, à très bientôt. Je vous remercie. Permettez-moi de vous retenir, Monsieur le Président d'honneur. Vous me permettez de vous retenir pour la photo de famille pour la cérémonie de clôture. Cette photo de famille à laquelle je convie très respectueusement Madame la conseillère du Président de la République, Madame Adélaïde Ngani. Je convie aussi Monsieur le Directeur général de l'agriculture de la République ivoirienne, représentant le ministre d'État ivoirien en charge de l'agriculture et du développement rural. Je convie aussi Monsieur le vice-président de la BDAC, sponsor leader de cette 28e session. Je convie aussi Monsieur le coordinateur national BEDAC. Le but profond de Carrefour pour donner la première place à la réflexion stratégique. C'est la construction d'une réflexion stratégique commune. Nous pouvions être et nous devons être le grenier du monde, avec la ferme conviction que sans unité, il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique.